La parole est à Monsieur Jean-Michel Boucheron. Rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, le 2 novembre 2010, un accord important a été signé entre la France et la Grande-Bretagne en matière de défense. Cet accord porte notamment sur la mise au point de drones d'observation et d'attaque, ce qui est un point tout à fait fondamental sur le plan opérationnel et industriel, sur le groupe aéronaval, où il y aura des coopérations importantes, en matière de cyberdéfense, où là aussi nous découvrons une autre forme de guerre, et les dernières agressions contre Bercy nous montrent que c'est un sujet d'actualité, sur la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le maintien en condition opérationnelle des sous-marins nucléaires, ce qui est important aussi, parce que d'habitude, la Grande-Bretagne avait un seul partenaire qui était les États-Unis, et la simulation, et c'est le sujet d'aujourd'hui, puisque ce traité porte sur la simulation nucléaire. Je voudrais faire trois petites remarques d'ordre politique tout d'abord. D'abord, il est clair qu'il y a là un virage de la politique de défense de la Grande-Bretagne. On peut considérer qu'une des motivations est l'économie, puisque le budget britannique est largement plombé, à la fois par l'Irak et l'achat des missiles Trident américains. Et cet accord va permettre l'économie de un demi-milliard d'euros d'ici 2020. Mais on peut dire aussi qu'il y a chez nos amis britanniques peut-être la prise de conscience que l'Amérique regarde aujourd'hui beaucoup plus vers le Pacifique que vers l'Atlantique. Et donc, de nouveau, l'attrait de l'Europe peut avoir, ou en tout cas de la France, peut avoir une certaine réalité. La deuxième remarque d'ordre politique, c'est la réaffirmation du rôle de la dissuasion, clé de notre sécurité, clé de la paix mondiale entre les grandes puissances. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance stratégique de la Chine face aux États-Unis. Pourquoi sommes-nous sûrs que ces deux pays ne se feront jamais la guerre? Parce qu'ils ont évidemment l'un et l'autre l'arme nucléaire. Donc c'est l'équilibre de la paix. Je ferai une petite parenthèse à ce point précis. La dissuasion n'est pas mise en cause, sauf si on va un peu trop loin dans la négociation sur les défenses antimissiles. Je ferme la parenthèse. Il y a là une contradiction. La troisième remarque politique, elle porte sur l'OTAN. La Grande-Bretagne fait partie des groupes des plans nucléaires de l'OTAN par la France. Ce traité permet une véritable indépendance de nos politiques nucléaires, la Grande-Bretagne gardant la sienne et nous la nôtre. Nous avons une politique de totale indépendance. Bref, cet accord de simulation est nécessaire. Cette simulation est nécessaire parce que nous avons signé le traité interdisant les essais nucléaires, la France, la Grande-Bretagne, la Russie aussi d'ailleurs, et donc pour garder la sécurité de nos armes, pour surveiller leur vieillissement, pour les adapter aux missiles de nouvelle génération, eh bien, nous devons évidemment faire des simulations. Ce n'est pas en contradiction avec le traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'il n'y a pas là modernisation d'armes ou multiplication d'armes. Disons qu'il y a simplement vérification de leur fonctionnement. Donc, en ce qui concerne la phase chaude, qui est celle des lasers, la France restera évidemment avec son système après de Bordeaux au CESTAS, et la Grande-Bretagne avec sa coopération avec les États-Unis, sachant que les deux systèmes sont deux systèmes jumeaux. Pour la phase froide, alors ce qui concerne le traité d'aujourd'hui, qui concerne évidemment les explosifs conventionnels nécessaires aux armes nucléaires, il y aura une installation commune, radiographique et hydrodynamique. C'est l'objet de ce traité. Pour le concrétiser, il y aura le rassemblement dans un site dit Épure, en Bourgogne, en fait à Valduc, de la machine d'observation ERIX, qui est aujourd'hui évidemment en Gironde, et la radiographie éclair qui est à construire. En 2019, un site TDC à l'ouest de Londres, complétera l'ensemble de ce dispositif. Quelques précisions sur quelques articles. D'abord l'article 3, qui donne la responsabilité pour la France au Commissariat à l'énergie atomique pour le suivi de ce traité, et à la Grande-Bretagne à son ministère de la Défense. L'article 5, disant que dans chaque site, il y aura une zone commune et une zone internationale, et une zone nationale, pardon. L'article 6, qui précise que la totalité du financement est réglée
par la règle du 50-50. L'article 10 qui dit que chaque pays aura la responsabilité technique et juridique de ses déchets, sachant qu'il n'y aura pas de déchets nucléaires, évidemment. L'article 15 impose le bilinguisme et l'article 17 fixe la validité du traité à 50 ans. Je pense, Monsieur le Ministre, que c'est un bon traité, comme l'accord est un bon accord. Mais l'accord pose des questions, pas le traité qui ne pose pas de questions. Mais l'accord pose des questions par rapport à la défense européenne. L'accord que nous venons de passer avec la Britannique est positif, important, tout ce que l'on veut, mais il est très différent de l'accord de Saint-Malo. L'accord de Saint-Malo était un accord constitutif de la défense européenne. Celui qui vient d'être signé est un accord bilatéral de coopération entre la France et la Grande-Bretagne. Disons que c'est une coopération en Europe, ce n'est pas une coopération européenne. Il faut souligner ce point. Certains vont s'en inquiéter. Moi, pas trop. Pourquoi? Parce que ce qui compte, finalement, c'est la volonté politique et l'argent. On se plaint quelquefois que l'Agence européenne de défense ne fonctionne pas bien parce qu'elle n'a pas d'argent. On se plaint quelquefois que les coopérations structurées permanentes ne fonctionnent pas parce qu'elles se bloquent. Mais dans l'un et l'autre cas, ce qui bloque, c'est la volonté politique ou l'argent. La situation en Europe, parmi les pays qui coopèrent avec la France, est toujours la même. Ceux qui ne sont pas européens ont de l'argent et ceux qui sont européens ne mettent pas d'argent. Et donc, toutes les conséquences induites sont là pour un blocage de l'Europe de la défense. Je dirais pour cela que cet accord, qui est un accord très important en Europe, peut permettre de dire qu'il participe indirectement à la défense européenne. À terme, il est une pierre apportée à la défense européenne. Il n'y a pas trop à, je dirais, ergoter sur ce point. C'est une bonne nouvelle, prenons-la. Avec simplement une espérance, c'est que d'autres pays européens puissent rejoindre la France et la Grande-Bretagne dans les aspects de l'accord qui sont les aspects non nucléaires. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui se passera inéluctablement, parce que derrière tout cela, il y a évidemment une logique industrielle. Donc, globalement, mes chers collègues, je pense que c'est un bon traité qui est inclus dans un bon accord plus global. Je ne suis pas particulièrement inquiet que la défense européenne ne soit pas vraiment prise en compte par cet accord, parce que je préfère encore des coopérations en Europe qui avancent que pas de coopération du tout. Et là, donc, nous avons des coopérations qui avancent. Et en conclusion, mes chers collègues, je vous dirais que votre commission des affaires étrangères souhaite que cet accord soit adopté par votre hémicycle.